Tout le monde a des fantasmes, mais est-ce qu'on les réalise un jour? Et puis un fantasme, c'est personnel normalement, on ne doit pas l'imposer aux gens. Mais parfois, certaines personnes ne savent pas s'arrêter. Et comment vous dire que cette histoire est très flippante et je n'aimerais pas être à la place de Ludovic. Justement, Ludovic est tranquille, affalé sur son canapé, avec sa bière à moitié vide sur la table basse. Ça fait 6 mois qu'il partage l'appart avec Étienne et tout roule. Enfin, presque. Il y a un truc qui commence à le travailler. Parce qu'à chaque fois qu'Étienne ramène une fille à la maison, elle finit par se barrer en courant. Mais vraiment, à chaque fois. Au début, ça faisait marrer Ludo. Il se disait qu'Étienne devait être super nul avec les meufs, incapable de conclure quoi. Genre tu vois le mec qui dit un truc bizarre ou qui fait une blague de mauvais goût, et boum, la fille se casse. C'est ce qu'il pensait. Sauf que là, ça commence à devenir un peu chelou. Genre, ça peut pas être un manque de chance aussi systématique, si? En tout cas, ça fait déjà 3 fois en 2 semaines que ça arrive. Ludo se souvient encore de la dernière nana. Elle avait l'air cool, un peu nerveuse quand elle est entrée, mais bon, normal. Puis ils sont allés dans la chambre d'Étienne, et là, rien de spécial pendant une demi-heure. Jusqu'à ce que la porte de la chambre s'ouvre brusquement, et que Ludo entende les talons de la fille résonner sur le parquet. Elle avait littéralement couru pour sortir de l'appart. Pas un mot, pas un ciao, juste la porte qui claque et le silence après. Ludo avait levé un sourcil, perplexe, il avait même envisagé de poser la question à Étienne. Mais son coloc était revenu dans le salon avec un sourire gêné, comme s'il essayait de jouer en mode cool. Et Ludo, il avait laissé tomber. Après tout, c'était pas ses affaires, non? Mais voilà, ça se répète. 1 fois ça passe, 2 fois c'est bizarre, 3 fois, c'est carrément louche. Mais Ludo, il veut pas non plus foutre la merde en posant trop de questions. En plus, il se dit qu'Étienne doit déjà être bien embarrassé comme ça, avec toutes ces nanas qui se barrent. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Sauf que la curiosité le titille de plus en plus. Il y a un truc qui cloche, il le sent, mais il sait pas quoi. Étienne n'est pas du genre flippant, au contraire, il est plutôt calme, un peu mystérieux peut-être, mais en tout cas très sympa. Ludo se dit qu'il exagère sûrement, que c'est juste une coïncidence. Enfin, c'est ce qu'il veut croire. 1 semaine passe et Ludo essaye de ne plus trop penser à cette histoire de meuf qui se barre. Il se dit que c'est sûrement juste des mauvaises dates. Mais un soir, alors qu'il est affalé sur le canapé, une nouvelle situation se pointe. Étienne rentre avec une autre fille. Ludo la remarque à peine au début, trop concentré sur son téléphone. Mais quand il entend la porte de la chambre se fermer, quelque chose dans son ventre se noue. C'est peut-être la 4e fille ce mois-ci, et il commence vraiment à se demander ce qui cloche. Il essaye de se concentrer sur la série qu'il regarde, mais c'est mort, son attention est ailleurs. Et là, soudain, il entend des bruits, des trucs pas nets, pas des voix normales ni des rires. C'est comme des murmures étouffés, mélangés à des bruits de chaises qui bougent, des sons qui ne collent pas du tout à l'ambiance d'un rendez-vous romantique. Ludo fronce les sourcils et baisse le son de la télé. Il tend l'oreille, ses yeux fixés sur le mur qui sépare le salon de la chambre d'Étienne. Ça dure quelques secondes, mais c'est suffisant pour lui filer un frisson. Ça lui rappelle les films d'horreur qu'il regardait ado. Ces moments où t'entends un truc derrière la porte et que t'as pas vraiment envie de savoir ce que c'est. Il hésite. Est-ce qu'il devrait aller voir? Peut-être que c'est juste normal. Enfin un truc de couple quoi. Mais il en doute. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Pourtant, il se dit que c'est pas ses affaires. Étienne a droit à son intimité et Ludo veut pas passer pour le coloc relou qui se mêle de tout. Mais bon, ces bruits, ils sont quand même pas normaux. Quelques minutes passent et le silence retombe. Ludo pense que tout est terminé, que c'était juste son imagination qui lui jouait des tours. Mais non, la fille finit encore par sortir en courant. Cette fois, il l'entend distinctement passer devant la porte du salon et son cœur fait un bond quand elle claque la porte d'entrée. Encore une, murmure-t-il pour lui-même, les yeux fixés sur la porte. Ça commence à être franchement flippant là. Quand Étienne revient dans le salon, il a son petit sourire gêné habituel. Ludo hésite à lui poser des questions, mais il se contente d'un regard rapide et retourne à son téléphone. Il fait comme si tout était normal, mais son esprit tourne à plein régime. Ludovic n'arrête pas de penser à ces bruits, c'est devenu une obsession. Chaque fois qu'Étienne ramène une fille, il tend l'oreille, s'attendant à entendre le même truc bizarre. Et ça arrive. À chaque fois, il commence à en avoir marre de ne rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre ? Pourquoi toutes ces filles se barrent comme si elles avaient vu un fantôme ? Un soir, alors qu'Étienne est parti bosser au McDo, Ludo décide de passer à l'action. Il sait que c'est pas cool de fouiller dans les affaires de son coloc, mais là, il peut plus se retenir. Ça le rend dingue de pas savoir. Il attend bien que la porte de l'immeuble claque pour être sûr qu'Étienne est parti. Ensuite, il se lève lentement du canapé, son cœur battant un peu trop vite à son goût. Ludovic pousse la porte de la chambre d'Étienne, il s'attend à ce que ça soit fermé à clé. Mais non, la poignée tourne facilement et la porte s'ouvre avec un grincement léger. La pièce est plongée dans la pénombre, seulement éclairée par une faible lumière venant de la rue. Ludo se fige un instant, comme s'il hésitait encore à aller plus loin.
Mais la curiosité est plus forte. Il s'avance doucement dans la chambre et commence à fouiller. Au début, il n'y a rien d'anormal. Des fringues en vrac, des bouquins empilés, un bureau un peu bordélique. Rien qui puisse expliquer les cris étouffés ou les départs précipités. Mais ensuite, il tombe sur un placard, celui qu'il n'a jamais vu ouvert. Ludo hésite, il sait que c'est là qu'il va trouver ce qu'il cherche, ou ce qu'il ne veut peut-être pas vraiment découvrir. Mais sa main se tend quand même vers la poignée. Il l'ouvre doucement, et là, il se fige. À l'intérieur du placard, soigneusement rangé, se trouvent des vêtements en cuir noir, un masque également avec une fermeture éclair à la bouche. Puis il y a une sorte de fouet, des chaînes, des menottes et plein d'autres choses dans le genre. Ludo sent son cœur rater un battement. Il referme le placard aussi vite qu'il l'a ouvert, les mains tremblantes. Il recule, son esprit en plein tourbillon. Étienne est un malade, un mec qui kiffe des trucs tordus. Il imagine les filles qu'il ramène, peut-être terrifié en voyant tout ça. Il se met à leur place et un frisson glacé lui parcourt la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'elle part en courant, parce qu'elle découvre cet attirail de malade mental. Il sort rapidement de la chambre, referme la porte et retourne s'asseoir sur le canapé, comme si de rien n'était. Mais dans sa tête, c'est le bordel complet. Comment est-ce qu'il va gérer ça maintenant? Est-ce qu'il doit parler à Étienne ou juste l'ignorer et faire comme si tout était normal? Sauf que rien n'est normal et il le sait. Depuis qu'il a découvert ce qu'Étienne cache dans son placard, Ludovic ne dort plus pareil. Les soirs où il entend son coloc rentrer avec une nouvelle fille, il sent la tension monter. Il entend les bruits, les murmures étouffés et le moment où la fille s'enfuit. Et quand ça arrive, comme d'habitude, son cœur bat à toute vitesse. Étienne, lui, fait comme si de rien n'était et il se comporte toujours aussi normalement, avec son sourire un peu gêné et ses petites discussions banales. Mais Ludo ne le voit plus pareil. Maintenant qu'il sait qu'Étienne cache tout, lui semble suspect. Chaque geste, chaque regard, tout paraît plus étrange. Et puis Étienne commence à agir différemment. D'abord, Ludovic remarque qu'Étienne le regarde de plus en plus souvent, comme s'il attendait quelque chose de lui. Des petits coups d'œil bizarres, des sourires en coin, qui mettent Ludovic mal à l'aise. Ludovic essaye de rester distant, de faire comme si tout allait bien. Mais c'est dur, il peut pas s'empêcher de se sentir observé, traqué même. Comme si Étienne savait qu'il avait fouillé dans sa chambre, qu'il est au courant pour ses hobbies tordus. Les nuits sont les pires, Ludovic commence à faire des cauchemars. Dans ses rêves, il est enfermé dans une pièce sombre avec des bruits de chaînes et de fouets qui résonnent dans l'air. Il essaye de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il se réveille en sueur, le cœur battant à tout rompre. Et ces cauchemars, ils reviennent chaque nuit, de plus en plus intenses. Comme si son subconscient savait que quelque chose de grave allait arriver. Un soir, alors qu'il regarde la télé, il entend encore des bruits venant de la chambre d'Étienne. Mais cette fois, il y a une différence. La fille ne s'enfuit pas. Le silence dure plus longtemps que d'habitude. Ludo jette un coup d'œil à sa montre. 1 heure, 2 heures passent. Et toujours aucun bruit de talons qui claquent. Pas de porte qui claque non plus. Il commence à flipper sérieusement. Pourquoi elle ne part pas cette fois? Qu'est-ce qui se passe dans cette foutue chambre? Il hésite à aller frapper à la porte, mais il se dit que ce serait trop louche. Il veut pas qu'Étienne sache qu'il est aussi inquiet. Finalement, au bout de 3 heures environ, Ludovic entend enfin la fille sortir. Mais cette fois-ci, elle ne court pas. Elle sort lentement, presque calmement. Ça le perturbe encore plus. Pourquoi celle-là est restée aussi longtemps? Et surtout, pourquoi elle a l'air tellement tranquille en partant? Est-ce qu'elle sait quelque chose que les autres ne savaient pas? Ludo commence à devenir parano. Chaque mouvement d'Étienne lui paraît suspect. Il se sent de plus en plus oppressé dans cet appartement. Il sait qu'il doit faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Parler à Étienne ou bien fuir? Dénoncer son coloc à la police? Tout ça lui semble trop extrême. Mais rester sans rien faire devient insupportable. Ludovic ne peut plus rester dans l'ombre. Les bruits inquiétants et l'atmosphère tendue le rattrapent. Et il est devenu clair qu'il doit confronter Étienne. Il se sent épuisé par l'angoisse constante et les cauchemars qui hantent ses nuits. Le soir suivant, après avoir entendu une énième fille quitter l'appartement en tremblant, il décide qu'il est temps de mettre les choses au clair. Étienne rentre plus tard que d'habitude et Ludovic est déjà installé dans le salon, les nerfs à vif. Il s'est assis sur le canapé, les mains moites, essayant de se préparer mentalement à ce qu'il s'apprête à faire. Quand Étienne entre, il semble de bonne humeur, comme s'il n'y avait rien d'inhabituel. Ludo, lui, sent sa respiration se faire plus rapide. « Hé, Étienne, faut qu'on parle. » Étienne lève un sourcil, visiblement surpris. « Quoi encore ?»« Non, c'est sérieux. » Ludovic se lève, sa voix tremble légèrement. « Je veux savoir ce qui se passe dans ta chambre. Les bruits, les trucs que j'entends. Je suis pas bête. Je sais que ça va plus loin que des rendez-vous normaux. » Étienne le regarde un moment, un sourire mystérieux se dessinant sur ses lèvres. « Ah, t'es curieux, hein ?» Ludovic serre les dents. « Ouais, curieux et inquiet. J'ai trouvé tes affaires, les vêtements en cuir, les accessoires.
C'est quoi tout ça? Étienne reste silencieux un instant, puis son sourire s'élargit. Il s'avance lentement vers Ludovic. Alors, t'as fouillé dans ma chambre. Sa voix est calme, presque amusée. Je suppose que tu as vu beaucoup plus que ce que tu voulais. Ludovic recule d'un pas, la peur se mêlant à sa colère. Mais pourquoi toutes les filles partent en courant, Étienne? Pourquoi tu fais ça? Étienne soupire, comme s'il était lassé de devoir expliquer des choses évidentes. Tu ne comprends pas? Je suis sadomasochiste. Ce que tu as vu dans ma chambre, ce sont mes outils de travail, si on peut dire. Je prends du plaisir à la douleur et à l'humiliation. Ludovic reste bouche bée. Mais pourquoi me cacher ça? Pourquoi pas simplement en parler? Et ces filles, tu leur as dit ce qui les attendait? Oh, elles savaient. Certaines le sont consentantes, d'autres non. Ça fait partie du jeu. Mais bon, je suppose que le consentement est une notion trop compliquée pour toi. Ludovic est outré. Donc tu manipules les gens, tu les fais fuir sans scrupule et tu te fous de leurs sentiments? Étienne hausse les épaules, un sourire sadique aux lèvres. C'est pas vraiment ta place de juger, Ludo. T'as pas à t'en mêler. Mais puisque tu es si curieux, attends-moi 2 petites minutes. Étienne revient alors 2 minutes après et il s'avance vers Ludovic. Mais quelque chose a changé. Il est maintenant habillé tout en cuir noir et Ludo sent une sueur froide couler le long de son dos. Je veux que tu me fouettes maintenant. Ou alors, tu seras celui qui sera fouetté. Fais ton choix. Le choc de cette déclaration laisse Ludovic paralysé. Il peut pas croire ce qu'il entend. La perspective de devoir participer à ce monde sombre et pervers est terrifiante. Étienne, toujours avec son regard perçant, semble attendre une réponse. Ludovic sait que son choix n'est pas facile et l'angoisse le paralyse. Étienne, en cuir noir et avec une attitude menaçante, se tient devant lui, attendant une réponse. La situation est devenue insupportable. Ludo sent son cœur battre à tout rompre, ses mains tremblant légèrement. Il ne sait pas quoi faire. Se soumettre à Étienne ou risquer de devenir la cible de ses pratiques SM. La décision semble presque irréelle. Je sais pas quoi faire, Étienne. Je veux pas être impliqué dans tes délires là. Étienne le regarde avec un sourire cruel. C'est bien dommage, parce que maintenant, tu n'as plus vraiment le choix. Si tu refuses, tu subiras ce que je réserve à ceux qui ne coopèrent pas. Il s'approche encore et Ludo peut voir la menace dans ses yeux. Ludovic se tourne vers la porte, puis vers la sortie de l'appartement. Il est à 2 doigts de courir. Mais il sait que fuir ne résoudra rien. Étienne pourrait le suivre, ou pire, faire en sorte qu'il n'ait pas d'autre choix que de participer à ces jeux. Il prend une profonde inspiration, essayant de calmer la panique qui monte en lui. Si je fais ça, je suis quoi? Ton esclave ou quelque chose comme ça? Étienne éclate de rire, mais c'est un rire sinistre, sans joie. C'est plus compliqué que ça en fait. Tu es là pour me divertir, pour me faire plaisir. Mais si tu ne veux pas... Il laisse la phrase en suspens, comme une menace latente. Ludovic sent ses jambes trembler. Il a du mal à se concentrer, mais il sait qu'il doit faire un choix. Il regarde Étienne avec désespoir. Ok, vas-y, je vais le faire. Mais laisse-moi juste quelques minutes pour réfléchir. Étienne incline la tête, un regard intrigué dans les yeux. Très bien, mais ne tarde pas. Ludovic se dirige vers la salle de bain, fermant la porte derrière lui, avec un bruit sourd. Il s'assoit contre le lavabo, essayant de respirer profondément. Ses pensées sont en tourbillon. Il se demande s'il peut faire appel à la police, ou s'il peut trouver un moyen de se sortir de cette situation sans se soumettre à Étienne. Mais il est trop tard pour reculer maintenant. Il sait que le pire est encore à venir. Finalement, après un moment de réflexion qui semble durer une éternité, il reprend son courage à deux mains. Il ressort de la salle de bain, le visage déterminé, même s'il est encore tremblant. Il s'avance vers Étienne qui l'attend dans la chambre. « D'accord Étienne, je vais le faire », dit-il essayant de masquer sa peur. « Mais après ça, je veux que tout soit clair entre nous. Je veux que tu me foutes la paix, que tu ne m'impliques plus jamais dans tes trucs. » Étienne sourit, satisfait. Comme tu voudras. Il se déshabille et s'installe sur le lit, les mains attachées au coin du matelas. Ludo prend le fouet, tremblant, mais il sait qu'il doit aller jusqu'au bout. Là, Ludovic prend conscience de la situation. Il ne veut pas se forcer à faire ce qu'Étienne lui demande. Il tourne alors les talons et s'enfuit de l'appartement, laissant Étienne menotté au lit. Après un certain temps à reprendre ses esprits, il appelle les policiers et leur explique toute cette situation. Une patrouille de police est arrivée quelques temps après et ils ont retrouvé Étienne tout nu, attaché au lit. Sauf que la police ne l'a pas embarqué, car c'est la parole de Ludovic contre celle d'Étienne. Et malheureusement, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Ludovic conclut le thread en demandant de l'aide. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas de sous pour déménager, aucune famille ne peut l'héberger et la police ne sert à rien. Je peux pas imaginer la situation dans laquelle est Ludovic.
Au moment où il écrit le thread, il est encore en colocation avec le mec là, Étienne, qui lui doit avoir le démon, parce que forcément, les policiers l'ont vu à poil. Alors est-ce qu'il s'en fout ou pas, ça j'en sais rien, vu qu'il est dans son délire. D'ailleurs, petit aparté, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je préfère le dire, parce qu'il y en a qui vont me dire « Oh, tu juges ou pas ?» Non, je dis ce que Ludovic dit dans le thread. Donc voilà, chacun a ses pratiques, faites comme vous voulez, tant que vous respectez les autres, ok? En tout cas, un énorme thread de fou. Clairement, on va passer au prochain. Bon, juste avant de te raconter ce thread, eh bien il faut savoir que je suis Delcor, que là je vais te raconter 6 threads d'horreur dans cette vidéo, dont un qui est déjà passé, et que si tu aimes les vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Et maintenant, avant de te raconter cette histoire effrayante, je dois te dire qu'elle est vraiment lunaire. C'est bien une histoire américaine et j'espère qu'en France ça ne se passerait pas comme ça. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Barbara. C'est une américaine du coup de 37 ans et elle est mère d'une fille de 8 ans. Elle est divorcée de son mari et ça s'est fini à l'amiable. Pas de soucis de ce côté-là. Et justement, vous verrez que c'est plutôt cool. Puisque la fille de Barbara n'était pas chez elle pendant la pire nuit de sa vie. Elle était avec son père pour une période d'1 semaine car la chambre de la petite était en rénovation. Ils ont fait péter un mur pour agrandir sa chambre et repeindre tout ça, pour que la petite ait une chambre plus grande et surtout plus agréable. Et justement, le fait que les parents s'entendent bien encore même après le mariage fait qu'il n'y a aucun souci avec la petite. Si elle veut aller chez son père ou quoi, il n'y a aucun souci. C'est la mère qui a la garde officielle, mais comme elle le dit, ça se passe super bien de ce côté-là. Du coup, revenons à nos moutons, et Barbara a fait appel à une société spécialisée pour refaire ses travaux du coup. Elle y connaît rien du tout dans les trucs du bâtiment, alors c'est pas elle qui va faire ces travaux-là. Comme il y a des travaux chez elle, eh bien Barbara a demandé à son patron si elle pouvait faire du télétravail, et son patron lui a dit ok. Elle nous dit que justement, c'est sûrement le seul point positif du Covid. Ça a fait que le télétravail est plus démocratisé. Du coup, pour faire les travaux dans la chambre de sa fille, il y a 2 employés qui se présentent à elle en début de semaine et ils lui expliquent un peu ce qu'ils vont faire. Barbara se dit ok, dans sa tête c'est du moment que tu fais ton boulot, moi y a pas de souci. La première journée se passe bien, les employés ont pas tellement travaillé, ils ont plus mis en place ce qu'ils devaient faire pour le lendemain. Et justement, le lendemain, les employés reviennent. Et là, ça charbonne. Et justement, Barbara, elle a du mal à se concentrer pour bosser. Mais bon, l'un des employés lui explique que c'est bientôt fini la destruction du mur. Et que normalement, là, ça devrait être plus calme. L'employé est vraiment très sympa et Barbara en profite pour lui demander s'il veut un café, car elle va s'en faire un. L'employé accepte et ils discutent tranquillement pour 5 minutes. Et Barbara lui explique qu'elle veut améliorer la chambre pour sa fille, car elle grandit et qu'il faut en profiter, car elle n'est pas là et qu'elle est chez son père. C'est là que l'employé lui dit « Ah mince, son père ne vit pas avec vous ?» Et Barbara, toute innocente, dit que non, elle ne vit plus avec et comme sa fille n'est pas là, eh bien elle se retrouve seule. Les 5 minutes se finissent vite, l'employé remercie Barbara pour son hospitalité et repart travailler. Et justement, notre petite Barbara repart également travailler. À un moment, elle est dérangée par l'un des employés, celui qu'elle n'a pas invité à prendre un café. Il lui dit qu'il va partir et que maintenant, son collègue va finir le travail tout seul. Du coup, Barbara vient le voir et lui demande si c'est normal, car il y a pas mal de boulot à faire normalement. L'employé la rassure et lui dit que maintenant, il va gérer tout seul. Le patron a appelé pour que l'autre collègue s'occupe d'un autre chantier. Bon, après ces explications, Barbara trouve que c'est ok comme démarche et qu'ils doivent optimiser la productivité. Bref, le reste de la journée, il ne se passe rien d'incroyable. Et le lendemain, l'unique employé revient. Directement, Barbara lui demande si ça va faire beaucoup de bruit les travaux aujourd'hui, car vers les 13h, elle a une réunion avec le boulot. L'employé lui affirme que non, ça devrait aller. Le reste de la matinée se passe bien. Le midi arrive et à un moment, Barbara vient voir l'employé et elle peut voir qu'il mange un petit bento, on va dire, tranquille de son côté. Et elle l'invite à venir dans la cuisine pour manger plutôt que dans la chambre remplie de poussière. Ils parlent tranquillement encore et tout se passe bien. Vraiment, elle va pas nous raconter ce qu'ils ont dit et surtout, elle s'en souvient pas forcément. Mais bref, les deux repartent de leur côté et ça se passe bien. Il est maintenant 13h10 et la réunion de Barbara est en cours, mais elle peut entendre du bordel dans la chambre en rénovation. C'est pas une dinguerie, mais c'est un peu chiant, car elle écoute les conversations sur son ordinateur portable, histoire d'avoir la webcam allumée pour la conversation. Et petit à petit, le son devient de plus en plus ennuyant, jusqu'au moment où l'un des boss de Barbara lui demande si elle peut arrêter ce bordel car ça dérange la réunion. Barbara s'excuse et dit qu'elle va voir ce qui se passe. Elle va dans la chambre en rénovation et trouve l'employé en train de peindre en dansant avec une enceinte portable à fond. Et puis, comment dire, il peint n'importe comment étant donné qu'il est en train de danser. Il est en mode ouh. Alors que pourtant,
Elle y connaît pas grand chose, mais elle sait plus ou moins qu'il faut faire une sorte de croix quand même, de haut en bas et de gauche à droite. Bref, elle est hyper vénère en le voyant faire ça, et elle lui tape sur l'épaule et lui dit non mais c'est quoi votre bordel là? Je vous avais dit que j'avais une réunion importante à cette heure-là, et vous faites du grand n'importe quoi. Et là, il lui dit ah ouais désolé ma chérie, je vais me calmer. Sauf que Barbara, elle peut voir que là, il est en train de fumer. Et c'est pas de la petite cigarette. On est un petit peu plus sur la cigarette magique. Sur le coup, Barbara aussi, elle avait pas capté un petit détail. C'est le petit ma chérie. Genre, elle s'en fout, elle veut juste qu'il arrête son bordel et qu'elle puisse revenir à sa réunion, car bon, ses boss ils sont un petit peu cons et vieille école. Du coup, elle retourne devant son ordi et s'excuse une fois de plus. Et 2-3 minutes après, recommence la musique, mais cette fois pas à fond. Mais juste ce qu'il faut pour emmerder Barbara. Du coup, ça l'énerve, ça la titille en gros. Mais la réunion se termine, et là, Barbara part en trombe et elle va dans la chambre où est censé être l'employé. Et là, personne dans la chambre. Elle se dit mais what, il est aux toilettes? Et elle va toquer aux toilettes. Y a rien. Elle fait donc un peu le tour de la maison et elle va le trouver, oui. Il est dans sa chambre, allongé sur le lit, et il tapote le lit justement. Et il lui dit allez viens ma chérie. Elle le regarde et elle est sidérée. Elle lui dit mais vous faites quoi là dans mon lit? Dégagez de chez moi maintenant et je vais appeler votre patron tout de suite. Elle lui dit que ça sert à rien de revenir demain. Elle va demander à son boss de lui envoyer quelqu'un d'autre pour finir le boulot. Il se lève du lit et continue de parler. Et quand il passe devant elle, Barbara peut sentir que le monsieur s'est fait plaisir et qu'il a bu un petit peu trop de boisson. Heureusement pour elle, l'employé sort sans faire plus de dégâts. Barbara, furieuse, va voir dans ses emails pour appeler le responsable de cet homme. Et malheureusement, ça ne décroche pas. C'est la boîte vocale et elle en démord pas. Et elle a bien raison. Elle laisse un message vocal en disant ce qui s'est passé avec cet employé et qu'elle ne veut pas le revoir le lendemain. Elle est énervée de cette journée de fou. Elle se rend chez son ex-mari pour se détendre et pouvoir passer du temps avec sa fille. Elle reste chez lui assez tard et rentre chez elle vers 1h30 du matin. Barbara a qu'une envie en vrai, c'est de dormir. Alors petit tour aux toilettes, lavage de mains et hop, c'est le dodo. Malheureusement, pas très longtemps. Puisqu'environ 1 heure plus tard, Barbara est réveillée par une musique qui commence à jouer doucement. Elle met du temps à comprendre, elle rêve à moitié et à force, elle émerge et elle comprend qu'il y a vraiment de la musique dans sa maison. Elle se lève et avance doucement jusqu'au couloir. Et elle comprend vite que ça vient de la chambre de sa fille. En plus, la musique, parlons-en, mais c'est vraiment une musique, comment dire, c'est pour pécho. C'est du Marvin Gaye bien lover. Je peux pas vous mettre le son sous peine de strike par YouTube, mais voilà, faut imaginer. Barbara, elle arrive dans la pièce et elle voit l'enceinte portable laissée par l'employé allumée. Elle se baisse et l'éteint. Sauf que derrière elle, elle entend du mouvement. Et très vite derrière, elle entend la voix d'un homme qui lui dit « Salut, ça va ?» Oui, ce sont ces mots, dans une situation pareille. « Salut, ça va ?» Bon, vous l'avez compris, cet homme c'est l'employé avec qui elle avait parlé et partagé un café. Et également celui qu'elle avait engueulé plus tôt dans la journée. Elle se met à hurler qu'il doit sortir de chez elle car elle va appeler la police et l'homme dit « Oh non ma chérie, fais pas ça, viens, on va se coucher. » Il lui dit ça en lui prenant la main. Barbara lui fait dégager sa main et elle va dans la cuisine car elle a un téléphone fixe sur le plan de travail. Elle se rend là-bas et commence à appeler la police. Sauf que là débarque le mec et malheureusement il a dans les mains un couteau. Barbara se retourne et peut voir qu'il manque un couteau dans le truc avec plusieurs couteaux. Alors, elle en prend également un dans sa main. Sauf que pendant ce temps, Barbara commence à donner des informations à la police. Là, l'homme se rapproche d'elle et devient vraiment menaçant, que ça soit physiquement et verbalement. Il hausse le ton et lui dit de raccrocher, sinon il devra passer à l'acte. Sauf que Barbara ne fait pas ça. Et elle essaye de faire le tour de son îlot de cuisine, mais malheureusement, le gars fait pareil. Il tient vraiment son couteau bras levé et il l'a quasiment rattrapé. Alors Barbara fait le move de sa vie. Elle arrête de fuir et fonce sur lui. Et elle décide de lui planter son couteau dans le ventre. Et bravo à elle, elle l'a touché. Et il arrête directement ses conneries. Il se met à hurler de douleur. Alors Barbara explique la situation à l'opérateur au téléphone et que du coup maintenant il faut faire venir une ambulance. Et dans un autre temps, l'opérateur lui dit que maintenant elle doit lui apporter les premiers secours pour ne pas qu'il se vide de son sang et meure. Parce que sinon elle pourrait être condamnée pour ça. Du coup, à contre-cœur, c'est ce que fait Barbara. Mais heureusement pour eux, l'ambulance arrive en premier. Et les policiers, eux, arrivent 2 minutes après. Barbara est vraiment choquée par la situation. Elle oublie carrément d'appeler son ex et se rend directement chez lui. Elle sonne et réveille toute la maison du coup. La tête dans le cucu, l'ex-mari ouvre la porte et lui demande qu'est-ce qui se passe. Barbara lui dit « Je vais t'expliquer. Avant, faut faire dormir la petite. » Une fois que c'est fait, elle lui explique tout.
Il se passe un petit temps, Barbara a porté plainte contre l'homme et Barbara apprend que quelqu'un a également porté plainte contre elle. Barbara elle est en mode What? C'est comment ça en fait? Elle prend l'information de qu'est-ce qui s'est passé. Son agresseur a porté plainte contre elle car soi-disant elle l'a blessée sur son lieu de travail. Et devinez quoi? Au début elle est en mauvaise posture dans ce procès. Vu que son avocat l'a commis d'office, il pue littéralement. Elle décide d'investir un petit peu d'argent pour être bien défendue avec un bon avocat. Et très vite, le procès tourne à son avantage. Ce qui est bien sûr normal. L'homme a été condamné à une peine de prison et Barbara est maintenant sereine. Alors cette histoire, je l'ai prise pour le côté procès injuste. Et ça arrive énormément aux États-Unis. Dites-vous que là, le gars, il aurait pu gagner. En mode, ils auraient pu. Ouais, c'est son lieu de travail. Il avait effectivement un contrat pour rénover un petit peu la maison. Donc là, il était là. Non mais, on est où? Clairement... Il a failli passer avec ça. Le mec, tout va bien. On oublie qu'il a voulu lui faire du mal, la forcer à faire des choses dans la chambre. Tout va bien. Ça, c'est pas grave. Bref, je vais pas m'éterniser sur cette conclusion parce que sinon elle va m'énerver. En tout cas, l'histoire était bien par contre. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Alors, pendant sa dernière année de lycée, Sarah est sortie avec un gars. On va l'appeler Tom. Ils sont restés ensemble plus d'1 an. Et franchement, leur relation était pourrie. Ils arrêtaient pas de se disputer, de se séparer, puis de se remettre ensemble. C'était vraiment le bordel. Le pire, c'est que Tom la menaçait souvent. Et globalement, c'était super toxique. En plus, ses parents à lui avaient une relation hyper compliquée. Son père était alcoolique et frappait sa mère presque tous les soirs. Sarah a même été témoin de ça les rares fois où elle a dormi chez lui. Ça faisait vraiment flipper. Vers la fin de sa dernière année de lycée, Tom l'a trompée à sa propre fête d'anniversaire. Du coup, ils ont encore rompu. Quelques mois plus tard, ils ont essayé de se remettre ensemble. Mais là, Sarah a réalisé qu'elle ne l'aimait plus du tout. Elle a décidé d'arrêter pour de bon. Ça fait maintenant 15 ans que c'est arrivé et c'était la dernière fois qu'elle a vu Tom. Depuis, elle a entendu dire qu'il aimait beaucoup la boisson forte, comme son père, et qu'il était devenu très violent. Apparemment, il aurait fini dans un hôpital psychiatrique, mais Sarah n'était pas sûre des détails. Il paraît même qu'il serait peut-être schizophrène. Il y a 9 ans, Sarah a rencontré son mari actuel. Ils sont mariés depuis 4 ans et ils ont un petit enfant de 2 ans et un autre en route. Donc voilà le contexte. Il y a environ 1 an, Sarah reçoit un SMS bizarre. Un mec lui demande « C'est bien toi ?» Comme elle reçoit souvent des appels et des messages pro sur son téléphone perso, elle a répondu « Bah oui ». Puis le gars a enchaîné avec « Comment ça va ?» Elle doit préciser qu'elle a le même numéro de téléphone depuis le lycée. Mais là, elle n'a pas répondu parce qu'elle se disait que ça devait pas être pro finalement. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un autre message. « C'est Tom, comment tu vas ?» Là, elle a carrément eu un choc. Elle lui a répondu « Bah, je vais bien, j'espère que toi aussi. » Ensuite, il lui a demandé « Tu fais quoi en ce moment ?» Sarah n'a pas répondu, elle trouvait ça chelou. Puis, 1 minute plus tard, il envoie « Tu penses parfois à nous ? Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si on était restés ensemble ? Est-ce que tu penses qu'on pourrait se remettre ensemble ?» Sarah est restée plantée là, à relire les messages, sans savoir quoi répondre. Finalement, elle a écrit « Désolé Tom, mais non, je suis mariée maintenant et je te souhaite le meilleur. Mais je pense pas qu'on devrait garder contact. » Il a juste répondu « Ok, désolé. » Franchement, elle a trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, elle s'est dit que le mec devait être seul et qu'il avait peut-être juste tenté de renouer. Qui sait ? Bref, tout ça pour dire que la semaine dernière, sa mère à lui s'est pointée dans l'entreprise familiale où Sarah bosse depuis le lycée. Elles ont échangé quelques banalités et puis sa mère a demandé « T'as des nouvelles de Tom ? Il a été dans une institution. » Sarah a dit qu'elle avait entendu ça et qu'elle était désolée pour lui. La mère lui a alors dit « Il a tué plusieurs animaux, c'est pour ça qu'ils ont fini par l'enfermer. » Sarah, encore une fois, a dit qu'elle était désolée d'entendre ça. Puis la mère a ajouté « Ouais, mais il est sorti maintenant depuis un moment. Tu sais, t'as toujours été sa petite amie préférée de toutes celles qu'il a eues. Tu penses encore à lui ?» Sarah savait pas trop quoi répondre à ça. Elle avait envie de dire « Mais madame, on n'est plus au lycée, non ?» Mais au lieu de ça, elle a juste répondu « Non, je suis mariée maintenant et j'ai un petit enfant. J'ai pas vraiment le temps de penser à quoi que ce soit. » Elle essaie de détendre un peu l'atmosphère, vous voyez. Puis la mère a enchaîné. Tu sais, c'est pas un mauvais garçon, je le vois plus trop, mais quand je le vois, il parle toujours de toi. Il se demande ce qui aurait pu se passer. Serais-tu un jour prête à lui reparler ? Là, Sarah a mis fin à la conversation. Elle lui a dit que c'était sympa de la voir, mais que cette option, c'était juste hors de question maintenant. Ensuite, elle a prétexté devoir retourner bosser. Elle est partie se planquer à l'arrière jusqu'à ce que la mère s'en aille. Sérieusement, c'est quoi ce délire ? L'histoire de lycée, ça date de tellement d'années. Sarah ne veut plus jamais avoir affaire à lui, ni avec sa famille. Elle espère vraiment qu'il ne réapparaîtra pas sur son lieu de travail. Franchement, elle ne sait même pas s'il est encore du coin, mais elle prie pour que non.
Voilà, c'est comme ça que se termine le thread. J'aime bien la maman qui dit « Moi ça va, il a changé, il a juste tué des animaux le con. » Bah oui, oh il a changé. Aïe, y a rien à dire de plus. Ouais, tu sens que ça m'énerve. Le mec il est bon, bref, je pense que voilà. Enfin, je suis désolé, mais non, elle a pas envie d'être avec toi. Là, elle est avec un mari tranquillement, elle a son gosse. Elle a pas envie d'être un mec qui tue des animaux et qui boit un peu et qui... Non, pas très bien. Bref, prochain thread. Alors, l'histoire que je vais vous raconter là, elle m'a été partagée par une abonnée et si jamais toi aussi tu veux me partager une histoire, eh bien ça se passe sur delcorstory@gmail.com. Je vous lis le début comment elle me l'a écrit et puis après je passe en troisième personne. Salut, je me suis décidé de partager mon histoire grâce à la vidéo qui parle de Badoo. Je connais ce site car ma génitrice s'est inscrite dessus. Et j'écris cette histoire pour tourner la page et pour aider certaines personnes à sortir d'une situation similaire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Pauline, elle a 24 ans, mais tout commence quand elle avait 10 ans, et sa petite sœur 5. Sa génitrice s'inscrit sur un site de rencontre car avec son père, ils ne se sont jamais vraiment aimés. Ça se voyait qu'ils ne s'aimaient pas plus que ça. Bref, elle s'inscrit sur Badoo et rencontre un homme qu'on appellera Pascal. Alors il commence par apprendre à se connaître. Elle apprend qu'il est plus jeune qu'elle et qu'il essaye d'arrêter de fumer et de boire bien comme il faut, même si Pauline avait des doutes à son âge. Donc ils se rencontrent et sa génitrice va vivre avec lui après 3 mois qu'elle l'ait rencontré, en la laissant seule avec sa petite sœur chez son père. Au début ça allait super entre eux et Pauline et sa sœur étaient contentes de passer le week-end chez sa génitrice. Elle fait pas mal de sorties au parc, au fast-food, mais au bout de 6 mois après leur rencontre, ça s'est gâté. Ils se disputaient de plus en plus jusqu'à ce qu'il lève la main sur sa génitrice. Et c'est là que ça s'empire. Ils se battaient souvent. Sa sœur et elle se cachaient à l'étage pour pas les confronter. Elles avaient peur d'entendre leur mère hurler de douleur, des coups dans les meubles, des choses se casser. Un jour où elle passait les vacances chez eux, elle a grandi depuis le temps, mais elle restait assez petite et plutôt grosse, selon ses mots, pour l'âge qu'elle avait. Et Pascal avait commencé à dire qu'elle devait faire attention à ce qu'elle mangeait, ou qu'elle devait se mettre au sport car sa sœur faisait de la natation. Pauline lui a répondu qu'elle se sentait bien, telle qu'elle était, et qu'il n'était pas son père. Mais le truc, c'est qu'il a continué en disant des choses de plus en plus blessantes, disant qu'elle resterait dans sa graisse, que personne ne la trouvera jolie et qu'elle sera une bouboule et une grosse bigleuse. Car oui, elle porte des lunettes, mais elle s'en fout. Ça a duré 1 an après ça, elle a perdu 15-20 kilos et a pris 30 cm. Depuis ce moment, il n'a plus rien dit, mais le mal était fait. Alors quand elle a eu 15 ans, Pauline a dit à son père qu'elle n'ira plus chez eux. Elle avait carrément la nausée dès qu'elle arrivait dans leur rue. Pendant cette année, du côté de sa génitrice, elle se faisait toujours battre en même temps. Quand son mec fait 30 cm et 20 kg de plus, que peut-elle faire? Pauline est retournée voir une dernière fois sa mère pendant un week-end pour la soutenir avec sa sœur. Eh bien, une fois de plus, ils se sont battus. Mais cette fois, il était en train de l'étrangler et ce que sa génitrice a dû faire pour respirer, c'est qu'elle a chopé ses parties et enfoncé ses longs ongles pour lui faire assez mal pour qu'il la lâche. Elle nous jure que c'est horrible à voir alors qu'on peut rien faire. Elle avait trop peur de ce qu'il pouvait faire car après s'en prendre à sa génitrice, il s'en est pris à elle, lui mettant une belle baffe qui résonne encore dans sa tête. Après cette fois, elle n'y est plus jamais allée, mais sa sœur continuait d'y aller. C'est son choix, mais Pauline ne voulait plus de nouvelles, plus rien. Un jour, quand Pauline avait environ 20 ans, la police l'a appelée pour lui demander si elle pouvait passer au poste pour porter plainte contre Pascal. Elle s'est rendue au commissariat dans la journée et a tout raconté. À la fin de son récit, la policière lui a demandé « Bah, c'est tout ?» Pauline a répondu « Bah oui, pourquoi ?» La policière lui a alors répliqué « Madame, votre sœur n'y va plus depuis qu'ils se battent jusqu'au sang tous les deux. Et c'est bien plus violent que ce que vous racontez. » Cela n'a pas vraiment choqué Pauline, mais vous savez quoi? Sa génitrice a nié tous les faits, car apparemment, Pascal l'aurait menacée en disant que si elle disait la vérité, il s'en prendrait à Pauline et à sa sœur. Enfin bref, Pauline n'a pas cru à cette histoire, estimant que Pascal n'était qu'un beau parleur sans valeur. L'année dernière, la petite sœur adorée de Pauline a voulu sortir leur mère de tout ce chaos. Elle a fait toutes les démarches nécessaires avec l'aide de leur père qui est très gentil. Elle avait trouvé un logement avec tout ce qu'il fallait et ils ont aidé leur génitrice à prendre ses affaires et à partir. Pauline ne nous cache pas qu'elle aurait donné beaucoup pour voir la tête de l'autre tête de con. Mais avec sa sœur, elles ont vite déchanté quand cette dernière a reçu un message de leur mère qui disait « C'est trop compliqué financièrement dans cet appartement, je vais pas rester là. » C'est pas comme si elle avait cherché à travailler à tout prix. Du coup, elle est retournée vers son glandu, qui d'ailleurs fume, boit et la frappe toujours. Depuis, elle ne demande plus de nouvelles d'elle, et c'est mieux ainsi. Et surtout, n'oubliez pas, un homme ou une femme qui lève la main une fois peut le faire des centaines de fois. Et bien voilà, je te remercie encore une fois de nous avoir partagé ton histoire. Je vais pas faire trop de conclusions étant donné que le sujet est assez épineux.
J'ai pas envie de dire des choses qui seront un petit peu déplacées ou quoi. Faites-vous votre propre avis dans les commentaires. Allez, on passe au prochain thread d'horreur.